Après 6 mois en Asie du Sud-Est, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager mon expérience en tant que digital nomade. Entre travail et découverte, je vais essayer de vous raconter comment j'ai vécu ce petit voyage. Je vais vous partager mes différentes dépenses et mes gains aussi pendant ce trip. Et je vais essayer de vous donner un max de tips sur comment s'organiser, où travailler et surtout avoir une balance entre découverte et travail. Car croyez-moi, ça peut être assez frustrant de voir les gens aller kiffer leur life et de devoir rester enfermé dans un bureau pendant quelques jours pour devoir rendre un projet à la fin. Aussi, c'est le premier épisode où ça va être juste entre vous et moi. Il n'y aura pas d'invité cette fois-ci. Donc n'hésitez pas si ce genre de format vous convient ou pas. Je pense déjà à en faire un ou deux de plus pour vous tenir au courant un peu de l'évolution depuis mon retour en France. Donc peut-être dans 2-3 mois à la rentrée en septembre. Puis ensuite peut-être à la fin d'année pour voir si j'ai réussi à remplir les objectifs que j'ai pu me fixer à ce retour de voyage. N'hésitez pas à me dire si ce genre de projet, si ces prochains épisodes pourraient potentiellement vous intéresser. Aussi un grand merci à tous ceux qui ont posé des questions pour cette émission car ça m'a permis de structurer ce podcast. Si vous voulez poser des questions vous aussi pour les prochaines émissions, pour les prochains invités, n'hésitez pas à aller vous abonner sur l'Instagram de Motion Meet. Et si vous voulez en plus soutenir le podcast de l'émission et me payer peut-être un petit café virtuel, pour moi qui adore du coup travailler dans des cafés, vous pouvez toujours le faire via Tipeee. Le lien de la page Instagram et du Tipeee se trouve en description. Et dernière chose, avant de vous laisser avec l'épisode, je viens de voir qu'il est assez long, peut-être que tout ne vous intéressera pas, donc j'ai essayé de le découper du mieux que possible pour que si la partie voyage ne vous intéresse pas du tout, au moins vous avez l'aspect business, dépenses, etc. d'un autre côté. Je pense qu'on est bon pour l'intro, je vais pouvoir vous raconter mon expérience entre voyage et travail. Pour un peu de contexte, j'ai commencé mon voyage en octobre 2024 et j'avais pas forcément une date de retour en tête. Je savais que je voulais rentrer en janvier plus ou moins et au final je suis rentré au début du mois d'avril 2025. J'ai pu faire quelques pays du coup, j'ai commencé par le Maroc, puis l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, puis encore la Thaïlande, encore l'Indonésie et j'ai fini par les Philippines. Comme je n'avais pas en tête de date de retour forcément, j'avais donc décidé de rendre l'appartement que je louais. Ça me faisait économiser un loyer entre 700 et 800 euros, entre les charges et le loyer du coup. Et de deux, je ne savais pas si je voulais retourner sur Rouen suite à ce voyage, donc ça me permettait d'être assez flexible à mon retour. Donc j'ai donné toutes mes plantes à mes amis, mon chat à ma mère, toutes mes affaires dans un local qui me coûtait environ 100 euros par mois pour qu'elles m'attendent au chaud le jour de mon retour. Pour ce genre de voyage, je vous conseille quand même de partir avec des petites économies. La hauteur de celle-ci, ça dépendra surtout de votre manière de voyager et de travailler. Vous pouvez vous poser ces questions-là. Est-ce que vous avez prévu de réduire votre façon de travailler, de garder le même rythme? Est-ce que vous voulez juste changer de cadre ou est-ce que vous allez découvrir un maximum de choses? Quel sera votre équilibre entre plaisir et travail? Et puis aussi, où est-ce que vous allez habiter? Car oui, en fait, vos dépenses elles vont être assez différentes si vous dormez que dans des dortoirs partagés ou si vous allez vous faire des hôtels de luxe avec piscine, etc. Aussi, si vous voyagez en fin d'année, n'oubliez pas que c'est le moment des impôts et des petites charges un peu coquines et que ça peut un peu peser sur votre budget au final. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais je vous mettrai en description tous les liens des différents endroits par lesquels je suis passé. Donc peut-être pas tous les hôtels, mais tous les coworking ou autres, si jamais ça peut vous intéresser. Et aussi, n'hésitez pas à venir me contacter directement sur Insta ou bien sur le Discord de Motion Meet. Si vous avez besoin de précisions sur certaines destinations ou autres, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider là-dessus. Du coup, avant de vous parler des destinations, on va se faire un petit tuto. Comment faire son sac? Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est quand même la chose la plus importante avant de partir. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vraiment le minimum de choses. Je vous le dis, en connaissance de cause, car mon sac c'était un 70 litres et il était vraiment full. Et se battre tous les jours pour fermer son sac quand on fait des voyages à droite à gauche, c'est vite chiant. Par exemple, quand je suis parti, je me suis dit ouais, je vais prendre les running pour aller courir, etc. Le fait est que je faisais d'autres choses là-bas en fait. J'avais d'autres activités, il faisait trop chaud en Indonésie, en Thaïlande, etc. pour aller courir. Et les chaussures en fait, ça prend vraiment de la place dans un sac. Donc oui, on peut toujours les accrocher à l'extérieur du sac une fois qu'on est dans le pays. Mais là, j'avais déjà mes Salomon, j'avais mes Birks et c'était déjà bien suffisant. Je crois que j'ai dû les utiliser peut-être
peut-être 4 fois en 6 mois de voyage. Aussi, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux à ce moment-là, quand vous faites un voyage comme ça, de vouloir étendre son spectre d'activité. Moi, j'ai voulu me mettre un peu plus à l'illustration. Je me suis dit que j'allais faire du frame by frame, etc. Résultat, j'ai pris mon vieil iPad et je ne l'ai pas ouvert une seule fois pendant ce voyage. Et à la fin, j'ai même perdu mon Apple Pencil. Donc voilà. Mais j'avais avec moi un petit carnet et un stylo. Et en fait, c'était largement suffisant pour ces quelques mois. Ça a permis de me faire un peu la main. Ouais, si je peux vous conseiller un truc, c'est plutôt de ne pas vous encombrer avec du matos superflu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez déjà être dans un environnement qui va vous stimuler. Moi, pour ma part, j'avais un peu de mal à me mettre devant un écran, à essayer de découvrir d'autres choses. Je préfère aller découvrir l'extérieur et le pays, la culture, etc. Surtout, dites-vous que moins votre sac est gros et lourd, plus ça sera simple pour vous lors des transports, et plus vous ferez aussi des économies. Par exemple, aux Philippines, la plupart des vols locaux font payer un supplément pour les bagages qui font plus de 10 kilos en soute. Et si aussi vous prévoyez d'acheter des choses sur place, avoir encore de la place dans son sac, c'est vraiment bénef. Du coup, je vais vous dire un peu ce que j'ai embarqué avec moi pour ce voyage niveau matos. J'avais mon ordi, donc un MacBook 16 Pro 64Go M1 Max, mon iPhone 15 pour faire des vidéos, des photos, etc. Mon iPad et l'Apple Pen, un mini trépied. Je me suis dit, allez, ça peut me servir. Je m'en suis pas servi. Sauf une fois, je crois. Un micro pour pouvoir toujours faire des podcasts, un clavier, une souris, une batterie portable, ça c'est vraiment l'indispensable. Et puis les différents chargeurs pour tout ça. Vraiment, n'oubliez pas votre chargeur portable, ça peut vous sauver la vie. Moi, une fois, je l'ai oublié quand j'étais en Indonésie, au fin fond de la pampa. Du coup, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'ai dû rentrer en me dirigeant avec le soleil en demandant mon chemin aux gens que je rencontrais. Tout est rentré dans l'ordre. Mais si vous pouvez vous éviter ce petit stress, je pense que c'est toujours cool, quoi. Pensez que là-bas, il fait chaud et si en plus votre portable vous sert de GPS et d'appareil photo vidéo, la batterie, ça va pas durer très très longtemps. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus, prévoyez une petite batterie portable. C'est cadeau. Moi, là, ce que j'enlèverais dans mon sac, ce serait vraiment du coup l'iPad, le micro pour vous. Je pense que si vous ne faites pas de podcast ou autre, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Le trépied, le clavier, la souris, ça prend de la place pour rien. Prenez vraiment le minimum. Donc voilà pour le pro. Pour le perso, posez-vous la question dans quel pays vous allez partir. Ce sera quoi la température, le temps, etc. Est-ce qu'il va pleuvoir ou est-ce qu'il va faire tout le temps beau et chaud, etc. Donc si vous avez besoin de pulls, de doudounes, de pantalons ou seulement de shirts et t-shirts. Tout ça pour dire que pull et doudoune, ça prend énormément de place. Si vous pouvez économiser cet espace et ce poids, c'est plutôt cool. Et aussi, je vous conseille d'investir dans un petit sac ou deux de compression. Ça, c'est vraiment un game changer pour le rangement de vos affaires. J'avais personnellement celui de Decathlon qu'on enroule à la main tout seul. Mais si je m'étais un peu pris à l'avance, j'aurais pris un qui se fait directement avec une pompe à air. Et voilà. En sac à dos, du coup, j'avais un gros sac Decathlon, là, 70 litres, et puis j'en avais un petit, un Reign pas très gros, pas très optimisable pour ce genre de voyage. Franchement, aucun rangement, tout ça. Prenez peut-être un petit sac de rando, c'est toujours ça, avec pas mal de rangements dedans. Moi, c'était vraiment ce qui me manquait à la fin, quoi. Ensuite, on m'a aussi posé la question pour payer là-bas, etc. Moi, je me suis pris une Revolut Premium parce que ça me permettait d'avoir plusieurs choses dans l'abonnement. Un abonnement à un VPN, donc NordVPN, je crois. 3 gigas pour avoir une eSIM internationale. Faut savoir aussi que Revolut fait des eSIM internationales, donc ça, c'est cool. Moi, je m'en servais tout le temps. Et surtout, ça permet d'avoir une assurance internationale et aussi une belle carte parce que la vérité, c'est que la carte Revolut Premium, elle a la classe. Revolut, c'est vraiment pas mal pour avoir du coup la monnaie locale directement et je n'ai eu aucun problème dans les pays où je me suis rendu, à part une fois où ma carte s'est fait avaler en Indonésie, mais ça c'est une autre histoire. Le mieux c'est de toujours avoir de la monnaie avec vous car la carte n'est pas forcément utilisable partout. Les magasins n'ont pas forcément tous des TPE. Aussi il y aura certaines banques où vous aurez des commissions sur vos retraits. Normalement en Thaïlande je crois que c'est 2 ou 3 euros par retrait et au Vietnam Revolut n'est pas installé là-bas mais il y a quelques banques qui ne font aucune charge sur vos retraits donc c'est plutôt cool. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, surtout au Vietnam, il y a le site Tour du Mondiste qui regroupe pas mal d'informations dessus. Je vais vous mettre le lien de la page pour les banques vietnamiennes directement en description. Bref, je crois qu'on est good au niveau des préparatifs et je sais que vous attendez que ça. On peut enfin partir en voyage, prendre l'avion et c'est parti.
Pour les premières semaines de voyage, j'ai pas pris forcément de projet, car j'étais au Maroc pendant 2 semaines avec des potes, etc. Et ensuite, en fait, je voulais prendre au moins une petite semaine pour m'adapter à l'Indonésie, avoir le temps de visiter, de surfer, et surtout de m'habituer au décalage horaire. Donc en Indonésie, je me suis pris un co-living plus coworking intégré. J'ai mis le prix pour être tranquille le premier mois et j'ai payé autour des 1 300 € pour un mois, ce qui est un peu trop. Je me suis vraiment très mal organisé. Je pense que vous pouvez vraiment trouver beaucoup moins cher que ça. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment aimé l'endroit en plus. Je voulais être dépaysé et j'ai été vraiment déçu. Je me suis retrouvé à Canggu, pour ceux qui connaissent. C'est un peu une mini-colonie d'occidentaux fortunés. Tout le monde est beau, tout le monde est refait. Tout le monde se ressemble, tout le monde est riche là-bas. Le bruit est incessant entre les scooters et les travaux. Les travaux, je les entendais directement depuis ma chambre. Donc on peut faire une croix sur la petite sieste du midi. Je dois te dire que mes premiers jours d'adaptation ont été assez compliqués jusqu'à ce que je m'adapte et puis que j'accepte petit à petit tout ça. Aussi, j'ai été un peu déçu parce que le gars qui devait organiser un peu des petites soirées, des events un peu cool, était parti en vacances pile le temps de mon séjour. Donc je pense que j'aurais pu un peu plus kiffer ce moment-là. Mais bon, malchance. À part ça, j'étais souvent parti du coup avec mon scooter à droite à gauche, plutôt qu'à rester là-bas, pour échapper à tout ça. Car Bali, ça a quand même pas mal de choses à offrir en termes de culture, de nature, de paysage, entre les rizières Ubud, les différents temples à Uluwatu, ou celui de Tanah Lot. Même si vous aimez la plongée, vous pouvez aller jusqu'à Amed. Si vous voulez vous retrouver un petit peu plus au milieu de nature, l'est et le nord du pays, c'est vraiment fait pour ça. Ou encore, vous avez les îles Gili, à quelques heures de transport entre le taxi et puis le bateau. Si j'avais pas fait tous ces trips à droite à gauche pendant mon séjour, je pense que je serais passé à côté de mon séjour à Bali. Et vraiment, conseil, n'allez pas forcément à Canggu, restez-y 2 3 jours, c'est bien, mais vous avez tellement de choses à voir autour, je pense que vous pouvez l'éviter. Sinon, au niveau du logement et du coworking, j'avais pris un co-living histoire de ne pas être tout seul. Donc j'ai rencontré un peu de gens là-bas, c'est ça qui était cool. Et ensuite, pour le coworking, là-bas aussi, on va rencontrer des gens qui travaillent aussi. Et du coup, échanger un petit peu sur nos métiers, etc. Donc ouais, le vrai point positif là-bas, c'était vraiment l'espace de coworking. Internet fonctionnait nickel. C'était aussi une question qu'on m'avait posée. Là-bas, à Bali, les espaces, enfin en tout cas celui-là, cet espace de coworking-là fonctionnait nickel. Et vous avez un abonnement pour y aller soit à la journée, à la semaine ou bien au mois, à vous de voir par la suite. Ce qui était pas mal, c'est que y avait un bureau climatisé et ensuite vous avez aussi des call rooms du coup pour être tranquille lorsque vous avez des petites réunions. C'est vraiment cool d'avoir ce genre de choses là. Et autour de ce bâtiment là, il y a des petits cafés un peu fancy pour les petits occidentaux comme nous. Et puis des petits supermarchés à droite à gauche quoi. Ah oui, et l'autre point positif aussi de cet endroit-là, c'est parce qu'il y en a quand même d'autres, c'est que j'étais vraiment à 10 minutes en scoot du premier spot de surf et pour moi c'était vraiment un avantage. Comme j'ai dit au début, je pense que vous pouvez trouver des logements beaucoup moins chers, avec peut-être un peu plus de charme si vous cherchez un peu plus sur internet. En bref, le cowork était top, le logement, je pense que vous pouvez trouver un petit peu mieux et un petit peu moins cher surtout. J'ai parlé un petit peu de scooter tout à l'heure. Faut savoir qu'en Asie du Sud-Est, c'est un élément central et très franchement, en arrivant à Bali, je me sentais beaucoup plus à l'aise en scoot qu'à pied. Il n'y a pas forcément de trottoir ou autre là-bas. Et franchement, les scouts vont même sur les trottoirs quand il y en a. Donc bon, pas forcément besoin d'avoir un permis international. On me l'a jamais demandé lors de mes différentes locations en Asie, que ce soit en Indonésie, en Thaïlande ou autre. Et déjà, il faut s'habituer à conduire là-bas. Il roule à gauche. Et il n'y a pas forcément de code de la route là-bas. Je vous avoue que les premiers jours, j'étais un peu en sueur, je roulais à 20 km/h pendant une semaine pour m'habituer un peu à tout ce qui se passait là-bas. J'ai eu un petit accident en Thaïlande, mais rien de grave, quoi. C'était plus sur une faute d'inattention. En fait, le truc, c'est vraiment, tant que vous faites attention, tout devrait être OK là-bas, aucun stress. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de conduire, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Grab, donc Grab, qui est l'équivalent d'Uber en Asie, sauf que c'est un scooter qui vient vous chercher pour vous emmener à votre destination, et ça coûte vraiment pas grand-chose. Voilà pour le logement, pour l'endroit où je travaillais. Mais pour ce qui est du taf réellement, du coup, avant de partir, j'avais essayé de planifier avec mes clients en France des projets pour la semaine où j'allais recommencer à être dispo.
spoiler alerte, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, les projets ne se sont pas faits ou ont simplement pris du retard. Heureusement, je n'avais rien organisé en avance, donc je restais assez flexible sur mes activités. Ça m'a permis de trouver un rythme petit à petit en fait. Aussi, j'ai préféré informer mes clients que j'étais à l'autre bout du monde avec 7 heures de décalage et que je n'étais pas forcément disponible en cas d'urgence. Je voulais vraiment éviter les projets avec de l'urgence où je sais pas, à 3 heures du mat, tu reçois un message en mode il faut me faire la petite modif, là, il manque une virgule. Du coup, j'ai préféré être clair là-dessus pour éviter en fait, tout quiproquo, quoi, tout problème. Je connais des personnes qui n'ont pas voulu donner cette information-là. Vous voyez un peu, vous, comment vous voulez gérer ça et surtout, quelle est votre relation avec votre client. Peut-être que c'est préférable de le dire ou non. Bref, une fois que le travail est arrivé en Indonésie, voilà un peu comment je m'organisais. Lever vers 6 ou 7 heures, j'allais peut-être surfer 3-4 fois par semaine à ce moment-là. Puis petit déjeuner, micro-sieste, parce que ça fait toujours plaisir avant de commencer ma journée de travail vers 10-11 heures du coup. Si vous avez un rythme comme ça, je conseille d'éviter les appels après 19-20 heures. En fait, c'est le moment, personnellement, j'étais assez claqué à ce moment-là. Et surtout, en fait, la fatigue de la journée fait que vous allez être moins patient, moins dans le projet. Et en tout cas, c'était mon cas pour moi. Surtout quand le client vient ensuite négocier chaque ligne de votre devis. Vous avez peut-être un peu moins de patience pour ça. Donc essayez d'un peu de manager tout ça, surtout si votre client est au courant de ce que vous faites. Et au final, là-bas, j'ai pu travailler vraiment les 2 dernières semaines, mais vraiment intensif. Tout en me trouvant parfois des petits jours off pour visiter les alentours. Je pense que la clé vraiment, c'est d'être assez flexible, encore plus que quand on est en France, parce que là, on a le décalage horaire en plus. Et je pense que de pouvoir se dire, là, j'envoie ce projet-là, et après, je vais partir peut-être pendant 3 jours dans un autre endroit sans mon ordi, c'est quelque chose qu'on peut faire en fait. À vous, après, de gérer les deadlines et d'être vraiment au clair sur l'organisation par la suite avec vos clients. Je peux vraiment que vous conseiller de mettre des plannings en place avec vos clients, surtout si vous ne le faites pas déjà, et d'être assez clair sur vos jours de travail. Si vous savez que votre client met du temps à répondre, etc., profitez-en pour vous prévoir un petit trip. Ça fait toujours du bien, surtout à l'autre bout du monde, quoi. Il faut aussi se mettre en tête que du coup, si vous partez par exemple en Indonésie, vous avez plus 6 ou plus 7 heures de décalage horaire. Du coup, lorsque vous allez vous coucher, c'est potentiellement le moment où vous allez avoir vos retours, quoi. Sinon, ça va tomber en milieu d'après-midi, le temps que, en France, les gens commencent leur journée. Point vraiment positif, c'est que ça vous permet d'avoir des longs week-ends, parce que le lundi matin, c'est off, plus ou moins, et surtout des matinées assez tranquilles. Et aussi, à l'inverse, d'être un peu plus productif, entre guillemets, si vraiment vous voulez faire des longues journées et terminer votre projet rapidement, vous pouvez vous faire très bien du 9h jusqu'à tard le soir pour avoir les retours en direct du client, et peut-être que votre projet peut se terminer en une grosse journée, quoi. Moi, généralement, je bossais beaucoup plus du coup en fin de matinée, vers 10-11 heures jusqu'à 18 heures. Et parfois, quand je voulais vraiment me libérer du temps pour la suite, je bossais jusqu'à 22 heures, 23 heures, minuit, lorsque vraiment je devais le faire pour certains projets. C'était vraiment exceptionnel. Mais généralement, j'essayais de m'arrêter vers 17-18 heures pour quand même profiter un minimum de ma soirée, quoi. Aussi maintenant, je mets une petite réserve sur le fait de vouloir travailler avec de nouveaux clients, surtout quand on est dans un voyage comme ça, où déjà on est complètement dépaysé, c'est des nouvelles habitudes, etc. Car dit nouveaux clients, dit nouveaux process, nouvelle façon de voir les choses, de s'organiser, etc. Comme vous êtes déjà dans un endroit qui change vos habitudes, je pense que pour le taf, c'est pas mal de garder un environnement qu'on connaît. Et du coup, peut-être ce client-là, le garder pour un peu plus tard, lui dire non, là je suis pas dispo, j'ai trop de taf, par exemple, il ne le sait pas, donc vous êtes à l'autre bout du monde, que vous kiffez un petit peu et que vous avez d'autres trucs. Par exemple, pour ma part, fin octobre, j'ai eu un nouveau client qui est venu vers moi. J'avais jamais travaillé avec lui, du coup. J'ai accepté le contrat parce que le brief était quand même assez simple et assez facile. Mais en fait, ça s'est révélé peut-être le plus mauvais choix que j'ai fait sur cette fin de mois. J'avais déjà quelques projets à ce moment-là, en fait, avec des clients que je connaissais bien et ça roulait. Et en fait, j'aurais dû m'arrêter là. En fait, je pense que j'ai eu l'envie d'avoir un nouveau client. Et surtout, en fait, j'ai vu les chiffres et puis d'avoir de l'argent en plus.
C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin du coup de faire quand même un peu de chiffres parce qu'il y allait avoir des charges qui arrivaient en cette fin d'année quand même. Ça s'est pas très bien passé. Je pense que je n'étais pas vraiment disponible à accueillir un client qui était comme ça, avec de nouvelles manières de fonctionner et de travailler. En fait, leur brief était pas du tout bien ficelé. Donc, le storyboard était encore un peu flexible, entre guillemets, donc pas du tout achevé. Il y avait des frames qui ont changé en cours de production, et c'est pas forcément comme ça que je travaille d'habitude. Parce que pour moi, lorsqu'on passe à l'animation, normalement, on ne revient pas sur le storyboard, on ne revient pas sur les illustrations. C'est OK, et rien ne bouge pour l'animation après. Donc, au début, je devais pas faire de design et juste de l'animation. À la fin, je me suis retrouvé à refaire du design, etc. Les échanges, en plus, étaient en anglais, et aucun de nous avait vraiment un anglais irréprochable pour vraiment se faire comprendre. Et les idées étaient globalement difficiles à faire passer. Et comme en plus, j'étais pas trop OK avec les idées de plans d'animation qu'ils avaient, c'était un peu compliqué, quoi. Bref, je leur ai envoyé le projet. J'ai quand même travaillé un petit peu plus sur ce projet-là. Je leur ai envoyé ma facture. Pas très très cool comme gens, surtout par mail, etc. Surtout au niveau des retours. Je ne sais pas si ce projet se serait passé un peu mieux en temps normal, si j'avais été en France avec mes habitudes, etc. Si j'avais été plus disponible. Mais je sais qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas un plaisir de collaborer avec eux. J'ai retenu quand même une petite leçon de ce projet, c'est de ne plus avoir, entre guillemets, la motivation de rentrer le plus d'argent possible, en fait, et d'être un peu plus raisonnable sur le nombre de projets qu'on peut prendre dans un même temps. Certains projets peuvent être moins bien payés, mais apporter un confort en termes de process, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi un peu privilégier. Oui, alors oui, c'est bien de tester des nouveaux clients, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout ça? Je sais pas, l'énergie dépensée vis-à-vis d'avoir un peu plus d'euros comme ça, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer un peu mes dépenses, que ce soit aussi bien pro et perso, et puis un peu ce que j'ai pu gagner pendant ce mois-ci. J'ai mis vraiment le chiffre d'affaires que j'ai pu avoir. Donc c'est pas forcément les projets sur lesquels j'ai travaillé à ce moment-là, mais c'est du chiffre d'affaires qui est rentré du coup des projets des mois précédents. Donc à Bali, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le billet, le logement, le co-living, etc. Les activités et tout ce qui est autre, les courses, les restaurants, etc. etc. En perso, au total, avec tout ça, j'en ai eu pour 3400 euros. Ensuite, j'ai eu des charges pro. Et ça, les charges, je me suis fait un peu piquer. Il y a eu l'IRSEC, du coup, la retraite des indépendants qui est tombée à ce moment-là. Et j'en ai eu globalement pour 10 000 euros de charges à ce moment-là. Donc là, on est sur un total de dépenses de 13 400 euros. À la fin d'année, ça pique un peu. C'est là où on a toutes ces petites choses qui arrivent là. Aussi, j'ai appris à ce moment-là que ma comptable s'était trompée au niveau de ma TVA. Et du coup, que mes factures, qui étaient à ce moment-là avec une TVA de 10%, devaient être à 20%. Merci beaucoup, Victor, de me l'avoir notifié. Elle a dû confondre les services de la MDA à 10%, alors que la vente de services est à 20%. C'est-à-dire que depuis le début où je facturais de la TVA, j'avais 14 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Donc j'étais pas hyper heureux à ce moment-là. Heureusement, par la suite, quasiment tout est rentré dans l'ordre. Mais donc là, dans les revenus que vous allez entendre ici, il y a aussi du coup les sommes de TVA qui sont revenues. Donc pour ce qui est des gains, ce mois-ci, j'étais plus ou moins à 5 500 euros de chiffre d'affaires. Donc la balance du mois d'octobre est plutôt très négative. Heureusement, j'avais de la trésorerie à ce moment-là, donc c'est pareil, je vous parlais d'avoir des économies pour votre voyage. Dans votre activité aussi, essayez de vous garder pas mal de trésorerie, c'est toujours assez confortable quand vous avez des charges qui arrivent d'un coup, quoi. Ou des mois où vous n'avez pas du tout de projet, et du coup, vous allez avoir un chiffre d'affaires à zéro, quoi. Mais vous pourrez quand même un petit peu subvenir à vos besoins à la fin du mois. Donc voilà, vous savez tout au niveau des gains et des dépenses. Donc j'étais sur une balance de moins 8 000, plus ou moins.
Donc voilà, le voyage à Bali touche à sa fin réellement. En vrai, j'étais un peu triste de quitter cette première étape. J'avais rencontré quelques personnes assez cool, découvert des paysages sympas au cours de mes différentes virées en scout. Et surtout, bah, j'avais pu aller surfer quasiment tous les jours. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais. Si à ce moment-là, j'avais pas un très gros niveau, je pense que bah, du coup, je suis passé de débutant à débutant avancé, quoi. Donc c'était plutôt cool en vrai. Si je dois faire un bilan de ce premier mois, pour moi, c'est vraiment bah, ne pas booker pour un mois un logement entier. Parce que bah, du coup, Canggu, pour moi, c'était assez naze. Mais vraiment, en fait, à Bali, enfin en Indonésie, parce que j'y suis retourné quelques mois plus tard, c'est vraiment assez simple de pouvoir trouver des logements au dernier moment et qui sont pas trop chers. Et surtout, si vous voulez visiter l'île en même temps, franchement, prenez peut-être une semaine au départ dans un logement, une semaine dans un autre, 3 4 jours autre part. Et quand je suis allé une journée à Ahmed, j'étais un peu déçu de ne pas avoir booké un peu plus longtemps. Donc ouais, c'est ça. Euh, Ensuite, j'avais aussi noté bah, de rester assez flexible sur les dates, de s'organiser au dernier moment. Donc, bah, comme pour les logements, les activités aussi, c'est pareil. Je pense qu'il y a pas mal d'activités qui peuvent se faire du jour au lendemain. Ou aller visiter un endroit au dernier moment, ça se fait très bien. Vous voyez, vous n'avez pas de retour ce jour-là, bam, vous prenez votre scoot et c'est parti pour aller visiter des temples à droite à gauche, quoi. Ne pas sous-estimer le décalage horaire. Je pense qu'au début, avant de partir, je me suis dit, allez, ça va être ok, tout ça. Parfois, c'est un petit peu compliqué de s'organiser. Et puis, bah, ne pas sous-estimer aussi l'envie d'aller explorer. Ce que je veux dire par là, c'est que passer ces journées enfermées devant un écran, quand on voyage, c'est pas la même chose que d'être dans son quotidien, en fait. Et on a plus envie, enfin, en tout cas, moi, j'avais plus envie d'aller dehors, d'aller voir des choses, etc., que de rester devant mon ordinateur, même si j'avais certains projets qui étaient quand même assez cool à ce moment-là. Et du coup, autre point, j'ai mis attention à accepter trop de contrats, attention à l'appât du gain, des chiffres, etc. C'est toujours alléchant, mais il y a toujours une contrepartie derrière. Donc bref, Bali, c'est terminé. Direction maintenant à la Thaïlande pour un peu plus de 3 semaines. Ah, la Thaïlande. Entre les pad thai, les mango sticky rice, la nourriture beaucoup trop épicée, les gens qui sont vraiment très souriants, la culture là-bas. Bref, il y avait vraiment pas mal de choses à voir en Thaïlande. Cette étape-là m'a vraiment appris à me dire que bah, lorsqu'on voyage avec du taf à côté, il faut savoir prendre du temps dans les destinations où on va. Par exemple, je suis resté une semaine à Bangkok car je savais que j'avais quelques jours dédiés au travail et d'autres jours où bah, j'avais envie d'aller visiter la ville. Bangkok, ça m'a permis de terminer certains projets en attendant que d'autres arrivent la semaine d'après. J'ai pu un peu profiter de Bangkok car je suis arrivé en week-end, donc bah, formidable pour aller visiter. Donc j'ai dû visiter 4 jours sur 7 passés là-bas. Je n'ai pas pris de coworking à Bangkok car ils étaient assez loin de là où j'étais et j'avais déjà un bureau dans ma chambre d'hôtel et une bonne connexion, donc ça m'évitait des dépenses en plus et la connexion était assez bonne, donc pas besoin d'aller dans un Ensuite, j'ai pris un bus de nuit direction Chiang Mai. Je voulais prendre le train au début, un train de nuit, mais faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc si jamais c'est une destination que vous voulez faire, une étape que vous voulez faire entre Bangkok et Chiang Mai ou partout ailleurs en Thaïlande, il faut vraiment réserver peut-être 3 semaines avant, je crois, pour être sûr d'avoir de la place dans le train, quoi. Du coup, je suis arrivé à Chiang Mai et c'est peut-être le moment un peu plus frustrant car j'étais dans une auberge de jeunesse à ce moment-là. Je discutais à chaque fois avec des gens qui partaient à droite à gauche pour visiter les alentours. Et c'était un moment où j'avais pas mal de taf. Donc bah, il m'arrivait de pas bouger de 9h à 19h et de continuer à taffer pour les retours ensuite entre 21h et 23h. Et les gens étaient en mode, mais en fait, tu bouges jamais de là, pourquoi tu vis en Thaïlande, quoi. En fait, je me disais que si je faisais des grosses journées, ensuite je pouvais avoir peut-être 1 ou 2 jours off en attendant les retours clients et aller profiter. Je me disais que quelques heures de sacrifier pour aller après s'en mettre plein les yeux, c'était plutôt ok. J'ai vraiment bien aimé la vibe de Chiang Mai. On m'a dit qu'il y avait aussi des coworking cool, mais j'allais surtout là-bas dans des cafés pour aller travailler directement. J'ai rencontré ensuite des gens qui sont tombés un peu amoureux de cet endroit et même qui habitent là-bas en tant que graphiste, que créatif. Donc je pense qu'il y a une belle communauté de digital nomades. C'est aussi à Chiang Mai où pour la première fois j'ai ressenti que c'était un peu plus compliqué pour communiquer. Les gens parlaient pas forcément anglais là-bas, notamment bah, le mec de mon hostel. Je devais parler avec lui avec mon traducteur sur mon téléphone directement. Donc je suis resté
une dizaine de jours, il me semble, à Chiang Mai, pour ensuite aller direction le Vietnam. J'ai vraiment kiffé ce premier voyage en Thaïlande. C'est vraiment assez simple de voyager là-bas. On est vraiment guidé de A à Z. Les gens sont gentils, souriants. Et surtout, la nourriture est vraiment bonne. Pour ce qui est des connexions Internet, etc., j'ai pas eu de soucis en particulier pour envoyer mes fichiers ou autres, ou pour accéder à un site Internet. Si vous allez dans ces coins-là, privilégiez plutôt les cafés ou les petits coworking. Je peux vous partager une adresse un peu chill où j'étais à Chiang Mai, qui est assez cool. Aussi, durant ce voyage-là, quand je travaillais, je suis jamais allé dans des endroits perdus au milieu de la nature, sauf un moment là pendant mon voyage à Chiang Mai. J'ai fait une retraite de yoga pendant 3-4 jours, histoire de me retrouver avec moi-même. Mais à ce moment-là, je savais que j'allais pas du tout travailler. Et encore, je crois qu'il y avait une bonne connexion Internet parce que je voyais des gens travailler de là-bas. Je pense que si vous taffez, essayez de privilégier des villes ou des endroits assez confort pour avoir une bonne connexion et rester assez disponible du coup pour vos clients, etc. Pour ce qui est des dépenses là-bas, donc du coup entre le billet, les transports, les logements, etc. en perso, ce qui m'a coûté le plus cher, c'était cette retraite de yoga, entre guillemets. En perso, j'ai seulement dépensé 1 500 € en Thaïlande. C'était vraiment bien. On peut se faire des repas pour 2-3 euros, donc ouais. Ah oui, si vous vous attendez peut-être à cuisiner en Thaïlande ou en Asie, tout simplement, c'est assez compliqué d'avoir des logements avec des cuisines. Vous serez souvent amené à aller manger à l'extérieur, etc. Donc c'est à prendre en compte. Et ensuite, j'ai eu des charges qui s'élevaient plus ou moins à 14 000 €. Voilà, c'est l'impôt sur l'entreprise, etc. Donc voilà, si on est sur un total de dépenses à ce moment-là entre pro et perso de moins 15 000 €. Et à côté, avec les contrats que j'ai eus du coup en octobre, et puis le retour des 10% de TVA, merci beaucoup aux agences d'avoir fait l'effort, j'avais gagné ce mois-ci 13 300 €. Donc on est sur une balance encore négative à ce moment-là de moins 2 700 €. Donc ouais, là c'est parce que vraiment mes charges m'ont un peu tué. Mais je pense que si ça n'avait pas été à ce moment-là de l'année et que j'avais pas eu toutes mes charges, j'aurais fait vraiment un très bon mois à ce moment-là, et ça aurait été pas mal. Aussi, pour être assez clair, ici on parle bien de chiffre d'affaires et donc pas de revenus. C'est pour ça que je fais la balance entre les deux, entre les gains et les charges. Aussi, les derniers mois de l'année 2024 sont ceux qui m'ont apporté le plus. Ça a été une année assez compliquée si je dois faire un petit bilan. Où en fait ça s'est un peu décanté sur la fin de l'année. D'où mes efforts de ne pas forcément sortir et visiter à chaque fois. Je devais vraiment faire un peu de chiffres parce que l'année d'avant j'avais fait vraiment une belle année et je savais que toutes ces charges allaient tomber à un moment. Donc c'est pour ça j'avais gardé un peu de trésorerie, etc. Ça m'a permis un peu de compenser tout ça. Et aussi là, ce genre d'expérience, ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul sur le voyage, sur comment voyager, et de me dire que c'est pas grave si je ne visite pas chaque petit endroit en particulier. J'ai fait au mieux pour profiter de mon expérience et j'avais mes responsabilités d'entreprise, de travail à côté. Je savais que je partais en travaillant en même temps. Ça m'a un peu frustré à certains moments, mais je devais quand même répondre à certaines responsabilités derrière. Donc voilà, le voyage en Thaïlande est terminé et je me dirige maintenant vers le Vietnam où je me rends à Hoi An. Et franchement, le Vietnam, j'ai vraiment kiffé entre la nature, l'architecture des vieux villages, etc. Et encore une fois, la nourriture. C'était vraiment un très bon voyage là-bas. J'ai commencé par travailler à Hoi An pour un peu plus de 2 semaines dans un coworking vraiment génial. Je pense que c'est le meilleur que j'ai pu faire au milieu des rizières. Il y a une cafétéria intégrée où vous pouvez commander soit votre nourriture et vos cafés directement. Des événements sont organisés aussi. Mais comme d'hab, je suis arrivé au moment des fêtes, donc de Noël et de la fin d'année. Donc la saison un peu morte, entre guillemets. Donc il n'y avait pas forcément énormément de choses de prévues à ce moment-là. J'ai rencontré des gens vraiment cool et profité de la fin d'année tranquillement. Je pense que c'était aussi cool d'avoir un coworking à ce moment-là, en période de fête, parce que tout le monde est là un peu pour célébrer
Noël et puis la fin d'année. Donc ça permet de pas vraiment être seul à ce moment-là. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Merci Ale pour le conseil de ce cowork. Le seul petit point négatif de mon voyage à Hoi An, c'était peut-être le logement, où je suis resté peut-être un peu trop longtemps dans un dortoir partagé. C'est bien pour quelques jours, mais j'ai vite ressenti le besoin d'avoir un peu plus d'intimité. Et je pense que j'aime bien aussi être un peu seul et de pas forcément partager ma chambre et avoir des gens qui rentrent un peu plus tard que moi pour dormir. Mais bon, le logement coûtait vraiment pas cher. J'ai passé plus de 2 semaines et ça m'a coûté peut-être 91 € avec le petit déjeuner inclus. Et le petit déjeuner était vraiment pas mal. En général, les logements en Vietnam ne sont pas très très chers, la vie non plus là-bas. Et la nourriture est juste incroyable. J'oserais même dire que c'est peut-être la meilleure d'Asie. Oui. Seules les activités peuvent coûter plus cher, mais bon, j'ai fait quelques visites. J'ai fait la Ajahn Loop aussi. Je pense que la Ajahn Loop, c'est ce qui m'a coûté le plus cher dans ce voyage. Si je peux vous donner un conseil sur des petites visites à faire, par exemple à Hoi An, c'est d'essayer de faire les choses par vous-même. Vous pouvez très bien louer un scout pour aller visiter les aventures de cette petite ville que de plutôt prendre un guide ou une sortie organisée. Moi, j'avais pris un guide à ce moment-là pour aller visiter des choses autour des ruines. C'était comme si j'étais tout seul, quoi. Ça servait pas à grand-chose. Je ne peux vraiment que vous recommander de passer par Hoi An. C'est une ville plutôt mignonne avec beaucoup d'histoire. En 2-3 jours, vous avez fait le tour si vous êtes bien organisé. Et par la suite, là, j'ai réussi à prendre un train au Vietnam, du coup, un train de nuit, direction Ninh Binh pour quelques jours, et c'était vraiment très très beau. Ninh Binh, c'est surnommé la baie d'Along terrestre, et vous aurez quelques paysages à couper le souffle là-bas. J'étais dans un logement au pied d'un lac avec vue sur les collines, c'était vraiment un luxe. J'ai un peu travaillé à Ninh Binh, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à lever le pied pour finir quelques projets. En fait, mon envie de profiter seulement du voyage, ça commençait vraiment à se faire ressentir. Je suis ensuite reparti à Hanoï où j'ai pu rejoindre Charlélie et Karen. Un gros coucou à vous si vous écoutez le podcast. Pour ceux qui ont peut-être suivi, on avait organisé un petit événement Motion Meet à Rouen avec Charlélie. C'était bien cool, j'en profite pour faire une petite parenthèse et vous remercier d'être venu et pour vos retours sur l'event, c'était vraiment très positif. On réfléchit à en faire un nouveau, à voir dans les prochains mois, on verra. Voilà, parenthèse fermée. Et du coup, on a fait la Ajahn Loop ensemble. La Ajahn Loop, c'est un tour en moto pendant 3-4 jours au milieu de paysages à couper le souffle. C'était vraiment trop bien. Je pense que c'est une des meilleures expériences que j'ai pu faire de tout mon voyage. Si vous voulez la faire, préparez des pulls et des doudounes car la température est assez froide là-bas. Après ces 4 jours inoubliables, retour à Hanoï et au revoir Karen et Charlélie qui continuent leur périple de leur côté. Pour ma part, je suis resté quelques jours à Hanoï pour terminer certains contrats. Ce retour à Hanoï a été assez compliqué après quelques jours au milieu de la nature, au milieu de paysages vraiment incroyables. Parce que Hanoï, c'est quand même une ville très polluée. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt, il n'y a pas trop de charme là-bas. Je ne l'ai pas trouvé très intéressante après toute la richesse naturelle que ce pays avait à me proposer, quoi. J'en ai surtout profité pour rester dans mon Airbnb, me reposer, terminer les contrats que j'avais, refaire mon sac car certains vêtements étaient un peu nazes, du coup j'en ai jeté certains et j'en ai racheté d'autres avant de pouvoir retourner en Thaïlande. Cette fois j'ai fait le sud où du coup on m'a rejoint pour la suite du voyage et où j'ai décidé de prendre une petite pause avec le taf. Mais avant de retourner en Thaïlande, on va parler des dépenses et des gains au Vietnam. Donc au niveau des dépenses perso pour le voyage, j'en ai eu pour 2500 €. Je pense que en fait toutes les petites visites que je me suis fait à droite à gauche m'ont fait grimper un peu le budget à ce niveau-là. Et ensuite au niveau des charges pro, pareil, là j'ai eu encore une fois l'impôt sur l'entreprise qui est arrivé et j'en ai eu pour 7600 € de charges pro. Donc au total, on en est à 10 000 € plus ou moins de charges. Pour ce qui est des gains et peut-être des gains futurs sur les projets que j'ai terminés à ce moment-là. Du coup, on en est à 13 000 € de gains sur le mois de janvier. Sur le projet que j'ai pu terminer en janvier aussi, on est à peu près à 1800 en plus.
Donc on est enfin à une balance positive après quelques mois. Comment est-ce que j'ai réussi à avoir 13 000 euros alors que j'ai pas non plus travaillé énormément? C'est parce que j'ai eu un gros remboursement de l'erreur de TVA à ce moment-là. Donc voilà qui justifie tout ça. Et puis ensuite, les petits projets que j'ai eu aussi à droite à gauche entre décembre et janvier. Donc voilà, ciao le Vietnam et retour en Thaïlande pour cette fois aller visiter le sud et les îles. Pour faire un micro-résumé du voyage en Thaïlande, c'était assez cool. Du coup, on a fait Krabi, on a fait des îles un peu qui n'étaient pas faites exclusivement pour le tourisme, et je pense que c'est les meilleures. Elles s'appellent Koh Jum et Koh Yao Noi. Et ensuite, on a fait quand même les îles comme Koh Lanta, Koh Tao, mais ça a été une petite déception, beaucoup trop touristique en fait, par rapport à ce qu'on avait vu sur les îles où on a un peu moins, et beaucoup moins de nature, c'était beaucoup trop développé après le temps qu'on a passé à s'être perdu dans des îles presque vides. Mais bon, si vous aimez être vraiment tranquille au bord de la mer et que vous aimez ces endroits-là, foncez, ça vous plaira sûrement, quoi. Du coup, il n'y a pas eu de gain ce mois-ci, à part le projet que j'ai rentré là en janvier, qui a été payé du coup 1 800 euros. Mais sinon, au niveau des dépenses, ça, il y en a eu, du coup, les dépenses, les charges. Et puis là-bas, c'était au moment du Nouvel An chinois, donc tous les logements étaient 2 fois plus chers, etc. C'était assez compliqué aussi d'en trouver à ce moment-là à des prix décents et qui étaient pas mal pour quand on est deux, quoi. Donc au niveau des dépenses, je crois, j'ai pas pu tout calculer forcément parce qu'il y avait des choses à droite à gauche, mais je crois qu'au total, individuellement, entre 1000 et 1500 euros individuellement. Donc après, il faut doubler le truc, ça fait des vacances assez chères, alors que normalement la Thaïlande, c'est un pays pas si cher que ça, quoi. Après ce petit voyage dans les îles, retour à Bangkok pour quelques jours, et ensuite direction l'Indonésie à nouveau pour aller à Lombok. Pendant ce séjour à Lombok, l'objectif était assez simple, c'était prendre des petits contrats s'il y en a, mais surtout faire pas mal de com pour préparer mon retour, car j'avais déjà décidé de rentrer début avril à ce moment-là. Mes journées se ressemblaient pas mal et tournaient surtout autour du surf. J'y allais pour progresser un peu sur cette activité-là. C'était assez marrant et je pense que j'ai pas mal appris du coup. Niveau travail, j'essayais toujours d'avoir une demi-journée pour faire quelque chose. Je crois que je n'ai pas eu grand-chose en termes de projet, à part un qui est arrivé à la dernière minute, mais qui n'a pas vu le jour au départ, car le brief était assez flou dans l'urgence, etc. Et donc pour ce projet-là, comme c'était dans l'urgence, j'en ai profité pour mettre un petit tarif dessus. Je crois que du coup, le projet était validé pour que je travaille 2 jours dessus, donc devis signé, etc. J'ai pu me faire 1000 euros pour avoir travaillé peut-être une journée et demie dessus, quoi. Mais surtout, en fait, pour ce qui est de la communication, donc, je ne sais pas si ça a vraiment pu me servir pour avoir des potentiels clients à mon retour, mais j'en ai aussi profité pour faire des pages Behance sur des projets récents, ainsi que quelques posts sur LinkedIn. Un taf un peu de l'ombre qui peut être utile pour démarcher, en tout cas actuellement. Peut-être que ces efforts m'ont permis de me faire voir de quelques clients, on verra ça dans les prochains mois. Donc voilà pour Lombok. À Lombok, j'ai aussi commencé à organiser mon voyage aux Philippines. Donc je vais pas non plus vous sortir toutes mes dépenses de Lombok parce que c'est mélangé avec les Philippines et ça va être un peu compliqué à mettre dedans. Au niveau des gains, comme je vous ai dit, il y a eu ce petit projet à 1000 euros, mais c'est tout ce que j'ai eu. Pour la suite du voyage, je suis allé aux Philippines pendant 3 semaines et c'était vraiment très très bien. Donc j'ai un peu cumulé les dépenses perso des voyages à la fin de mon récit pour les Philippines. Donc les Philippines, c'était ma dernière destination pour ce voyage. Donc j'ai décidé de refaire une pause à ce moment-là, histoire de vraiment kiffer mes derniers jours en Asie. Donc j'ai passé 3 semaines aux Philippines assez intenses, entre une randonnée à Banaue, qui est au nord de Manille, des rizières, mais à couper le souffle, du surf, et puis chiller un petit peu à Siargao, et pour finir avec du snorkeling avec une croisière à Palawan. Bref, c'était 3 semaines assez chargées et le dernier jour, mon corps a décidé de dire stop et j'étais cloué au lit juste avant de prendre mon vol retour. Donc voilà, je vous avais parlé d'avoir quelques économies et très clairement, si je n'avais rien mis de côté, je n'aurais pas pu profiter de ces 3 derniers mois
de voyage comme je l'aurais voulu. J'ai réussi à me prendre le luxe de ne pas travailler et de ne pas stresser avec ça. Et surtout de rentrer à un moment où j'en avais envie, de reprendre le taf et de ne pas avoir encore tout dépensé pour voir venir la suite. Et me retrouver aussi un logement tranquillement, etc. Donc pour ce qui est des dépenses entre Lombok et les Philippines, j'en ai eu à peu près pour 4 200 € je crois. Du coup, ça compte aussi le billet retour qui était à peu près à 600 €. Et ce qu'il faut savoir aussi aux Philippines, c'est que si vous voulez un peu bouger à droite à gauche sur les différentes îles, faut prendre l'avion si vous avez un temps assez limité. Et du coup, l'avion, ça coûte déjà un petit budget, quoi. Il y a eu la croisière aussi que j'ai pu faire sur 3 4 jours qui a été un petit budget. Donc voilà pour ça. Et pour vous faire une idée, je suis arrivé en Indonésie le 17 février et je suis parti des Philippines le 3 avril. Donc pour un mois et demi, 4 200 €, je trouve que c'est plutôt OK pour seulement des vacances comme ça, quoi. Mon voyage s'est terminé à Manille le 3 avril, arrivé à Charles de Gaulle le 4 à 7 h. Ça fait maintenant presque un mois que je suis rentré. Et du coup, qu'est-ce que j'en conclus? Est-ce que c'est cool la vie de digital nomade? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Le retour est un peu chelou après ce genre de voyage. Tu retrouves en fait toutes les choses que tu connais par cœur d'un coup. Et moi, j'ai eu un peu le sentiment de n'être au final jamais parti. Quand tu revois tes proches, il y a des évolutions, mais en soi, ça n'a pas réellement changé, quoi. Et lorsqu'on te demande de résumer un voyage comme ça, bon là je l'ai fait, mais ça a pris 1 heure et encore, il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées. C'est assez compliqué. C'est presque impossible de résumer une expérience comme ça, quoi. Et surtout, rentrer et se retrouver chez ses parents à nouveau, ça fait assez bizarre, après autant d'indépendance, à être couvé un petit peu là, comme un petit poussin. Pour ce qui est d'être digital nomade, c'est cool, mais il faut être vraiment organisé et se dire qu'on va potentiellement louper des choses à voir ou à faire. Car oui, il faut prendre du temps pour le taf et faire un choix entre kiffer et travailler. Très clairement, sur la fin, moi j'ai fait le choix de plutôt kiffer. Je pense que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde et mon voyage a été divisé en 2 parties. Une où j'étais seul pendant les 3 premiers mois et où j'ai organisé mes journées un peu comme je le voulais. Et les 3 derniers mois, on m'a rejoint, j'étais avec ma copine, où j'ai plus profité du voyage et de l'aventure et des activités que les pays pouvaient me proposer. Aussi, ça m'a permis de me dire que ce n'est pas grave si je n'ai pas tout vu d'un pays. Dans l'imaginaire de tous, voyager, c'est que du repos, c'est chiller au bord de la plage, boire des petits cocktails, etc. Mais un voyage comme ça, c'est pas du tout ça. C'est marcher 20 km par jour pour découvrir des recoins, aller surfer, se déplacer, faire des transports de plus de 20 heures. Et franchement, enchaîner tout ça avec du taf, c'est pas très reposant. Il faut savoir se poser, écouter son corps à certains moments, se prendre des vacances entre guillemets dans son propre voyage. Est-ce que parfois ça vaut le coup de se taper 8 heures de bus pour aller visiter un endroit pour y passer seulement une après-midi? Je ne sais pas, moi il y a des moments où ça me chauffait de le faire, d'autres je préférais rester vraiment tranquille parce que j'avais mal juste partout. Être digital nomade, c'est aussi bien pour équilibrer la balance au niveau de son budget. Je ne sais pas si j'aurais pu faire un voyage aussi long et comme je l'ai vécu, sans forcément me soucier de mes dépenses, si je n'avais pas eu les rentrées d'argent que j'ai pu avoir grâce au projet que j'ai fait à ce moment-là. Si vos économies sont un peu maigres, ça peut permettre de se faire un peu plaisir, même prévoir des choses que vous n'aviez pas prévues au départ avec ce nouveau budget. Moi, ça m'a aussi permis de faire quelques belles rencontres dans les différents espaces de coworking ou les hostels où j'étais. Et surtout, en fait, ça m'a permis de vivre ma vie sans trop regarder les dépenses parce que je savais que j'avais au moins une rentrée d'argent quelque part. Si maintenant vous me posez la question si je le referai un jour, je vous répondrai sûrement que oui, mais à un degré beaucoup plus petit. Je ne sais pas si j'ai envie encore de passer 2 3 semaines d'affilée à travailler non-stop pour prendre des projets, car pour moi c'est assez frustrant de rester devant un écran autant de temps sans aller visiter les recoins ou sans pouvoir aller sortir et juste faire des activités, quoi. Si je le refais, j'essaie de choisir des projets qui conviennent vraiment à mon rythme, et si jamais ça colle pas, je profite de mon voyage et point. Je prendrai un ou deux petits projets faciles et pour le reste, je compterai sur mes économies, je pense. Mais ce voyage était vraiment incroyable, c'est vraiment une expérience unique. J'ai vraiment fait des découvertes, des paysages incroyables, des cultures différentes, des souvenirs, des rencontres aussi, et je pense que ça m'a aidé à un peu plus assumer mes idées et ce que je voulais réellement. Pour le travail, j'ai pris conscience que je ne voulais
pas que ma vie tourne vraiment autour de mes potentiels futurs projets ou contrats. Et surtout, je me suis rendu compte que je n'ai jamais pris le temps d'essayer d'aller dans la voie vraiment où je voulais dans le motion. Pour expliquer un peu tout ça au niveau du travail, je me suis décidé à seulement prendre 10 jours maximum de taf pour le moment. Alors ça pourra varier en fonction des mois, des projets, de mes occupations. Ça peut paraître peu, mais en vérité, ce n'est pas toujours évident de vendre autant de jours sur un mois. Je me vends actuellement, moi, à 500 € jour. Donc si je fais chaque mois un chiffre d'affaires de 5 000 €, mon année sera au final à 60 000, ce qui est vraiment un très bon chiffre d'affaires. En fait, si je me fixe 10 jours de travail, c'est parce que j'ai envie de me laisser le temps pour me former, pour faire des activités, pour faire du sport et surtout pour pouvoir découvrir d'autres choses. Je n'ai plus envie de n'être centré que sur mon taf. Aussi, je me suis fixé des objectifs. J'ai envie de changer un peu de voie, entre guillemets. Donc rassurez-vous, c'est toujours resté dans le motion, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps de faire la chose que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire un peu des illustrations animées, des vidéos beaucoup plus graphiques. Depuis mes débuts, les choses ont fait que mes projets ont essentiellement tourné vers de l'habillage, du montage, des vidéos de logiciels type SaaS, etc. Et j'ai réussi plus ou moins à me spécialiser dedans. Je vais continuer à en faire, bien sûr, parce que il faut que je fasse des rentrées d'argent et c'est ce qui marche pour moi en ce moment. Mais je pense que je vais essayer de me fixer comme objectif qu'on vienne me chercher pour de l'illustration un peu plus animée d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Ça passera par pas mal de projets perso, de la communication exclusivement autour de ça. Donc pour moi, c'est objectif 2026, avoir plus de vidéos illustrées et d'animation 2D que plutôt faire des vidéos type SaaS. Donc là-dessus, je pourrais vous tenir au courant. On m'a aussi demandé si ce voyage m'a inspiré au niveau de la création. Le fait, c'est que je ne sais pas encore, sincèrement. Sur ma manière de voir le travail, oui. Sur le design, l'animation, je ne sais pas. Alors oui, je pense que ça m'a aidé à avoir quelques idées pour faire des projets perso. Et aussi, mon carnet de croquis est rempli de choses que j'ai pu voir pendant ce voyage. Donc forcément, oui, ça m'a donné plein d'idées. Mais voilà comment ça m'a aidé au niveau de mes idées, de mes inspirations. Pour tout ce qui est petits projets perso, je pense que vous les verrez un peu plus tard sur mon Insta et je pense que vous pourrez voir des petits clins d'œil vis-à-vis de ce voyage en Asie. Mais je pense que ça m'a surtout appris quelque chose, c'est d'être beaucoup plus patient avec le travail que je faisais et de pas forcément vouloir tout sortir d'un coup, quoi. Maintenant, là, je remets mon business en route. J'ai déjà quelques contrats, donc c'est très très cool de recommencer comme ça. Je vais commencer aussi un peu plus démarcher. C'est une chose que je ne faisais pas forcément auparavant, mais je pense que si je veux aller chercher des clients qui me conviennent, il faut aussi que j'aille les chercher, quoi, au bout d'un moment. J'ai retrouvé aussi des notes que j'avais écrites la première fois où j'avais écrit l'épisode et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'avais une certaine crainte d'être oublié, d'être dépassé, etc. C'est une peur qui s'est peu à peu affaiblie, voire effacée avec le voyage, en me disant qu'au final, je vais prendre le temps qu'il faudra pour avoir le travail que je veux, en fait. J'avais aussi marqué que je voulais gagner un peu mieux ma vie, entre guillemets. C'est pas forcément avoir un chiffre d'affaires mirobolant, mais c'est plus mieux gagner ma vie en termes de projets intéressants et qui me parlent vraiment. Mais je pense que peut-être tout ça c'est un peu utopique et que dans tous les cas je vais devoir prendre d'autres projets qui vont me convenir un peu moins ou qui sont tout aussi intéressants, je ne sais pas, pour pouvoir vivre tout simplement. Donc voilà, pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que ça vous a aussi donné l'idée de partir et puis peut-être de vous projeter un peu sur un budget, etc. Il faut savoir que je me suis vraiment fait plaisir dans ce voyage-là parce que c'est le premier que je fais aussi longtemps. Je voulais vraiment rien regretter au final. Donc voilà, je sais pas si ce podcast vous a plu, mais j'espère. J'ai pensé peut-être à en faire un second dans 6 mois pour voir comment la reprise du taf s'est effectuée, etc. Et aussi un second dans 1 an pour voir comment les différents objectifs ont pu se réaliser ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez des questions sur tout ça, je serais ravi de discuter avec vous pour en discuter par message ou en vrai. Bref, on se tient au courant. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.